Chouette, chapitre 18. C'est le même môme maigrichon que j'ai vu dans le coin la semaine dernière se plaignait le frisé à l'agent de l'INCO, sauf que cette fois je l'ai chopé ce petit enfoiré. L'agent de l'INCO proposa de signaler l'incident, mais le frisé lui assura que ce n'était pas nécessaire. Il ne reviendra pas, je vous le garantis, pas après l'engueulade que je lui ai passée. Minuit approchait sur le site du chantier. Les deux hommes se tenaient près de la voiture du policier, bavardant comme si de rien n'était. Chacun d'eux était intimement persuadé que le vrai vandale de maman Paula courait toujours, mais ne tenait pas à partager ses soupçons avec l'autre. L'agent de l'INCO ne raconta pas au frisé que le jeune Matterson avait bien trop peur des alligators pour être le vandale, parce qu'il ne voulait pas replonger le contremaître dans tous ses états. Quant au frisé, il ne souffla mot à l'agent de l'INCO du vol des sièges pendant que le petit Matterson était en garde à vue, car il ne tenait pas à ce que l'agent de l'INCO consigne cette info dans un rapport de police qu'un fouinard de journaliste pourrait dénicher. Malgré les mystères qu'ils se faisaient, les deux hommes étaient ravis de ne pas être obligés de passer la nuit seuls sur place. C'était bon d'avoir du renfort sous la main. Au fait, je voulais vous demander, dit l'agent de l'INCO, que sont devenus ces chiens qui gardaient l'endroit? Ces Kleb Barjot, vous voulez dire? Probable qu'ils sont retournés fissa jusqu'à Berlin, fit le frisé. Écoutez, je vais aller me pieuter. Gueulez si vous avez besoin. Comptez dessus, dit l'agent de l'INCO. Et pas de roupillon ce soir, Dac? Vous inquiétez pas. L'agent de l'INCO était content qu'il fasse nuit et que le contremaître ne le voie pas rougir. Il n'oublierait jamais son écœurement en voyant sa précieuse Crown Victoria, les vitres bombées en noir, comme passées au goudron. L'agent de l'INCO rêvait toujours de coincer le coupable et de le traîner en justice. Après que le frisé se fut retiré dans le confort climatisé de la caravane, le policier se mit à arpenter la propriété, suivant le faisceau de sa torche électrique de jalon en jalon. Il comptait faire la même chose toute la nuit si nécessaire pour s'assurer qu'on ne toucherait pas au piquet. Il avait embarqué 5 bouteilles thermos de café dans sa voiture afin de ne courir absolument aucun risque de pénurie. Monter la garde sur un terrain vague, il y avait plus glamour dans le travail de policier. L'agent de l'INCO le savait, mais c'était une mission extrêmement importante. Le chef, le capitaine, le sergent, ils comptaient tous sur lui pour protéger le terrain appartenant à la future crêperie de tout méfait. L'agent de l'INCO comprenait que, s'il s'acquittait bien de ce boulot, sa carrière au sein du département de sécurité publique de Coconut Cove repasserait à la vitesse supérieure. Il voyait déjà un insigne doré d'inspecteur se profiler à l'horizon. En déambulant péniblement dans l'ombre, l'agent de l'INCO imaginait déjà le costume fait sur mesure qui remplacerait son uniforme à mi-donné. Il conduirait une nouvelle Crown Victoria, gris anthracite, le modèle banalisé réservé aux inspecteurs, et porterait un holster à l'épaule au lieu d'un ceinturon. Il rêvassait un étui de cheville aussi et au pistolet ultra léger qui va avec quand il effectua un vol plané involontaire sur le sol sablonneux. « Oh non, ça va pas recommencer », songea le policier. Il chercha à tâtons sa lampe électrique qui ne voulut pas fonctionner tout d'abord. Il la secoua 2, 3 fois et pour finir, l'ampoule s'alluma en tremblotant. Bien entendu, il s'était repris les pieds dans un terrier de chouette. L'agent de l'INCO se releva en défroissant son pantalon. Bonne chose que le frisé soit pas réveillé pour voir ça, se marmonna-t-il. Eh fit en écho une petite voix aigrelette. L'agent de l'INCO colla sa main droite sur la crosse de son arme et de la gauche dirigea la lampe vers l'intrus invisible. Halte commanda le policier. Hé 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 Le faisceau jaune balayait l'air çà et là, ne révélant rien. La voix asthmatique rikiki semblait surgir de nulle part. L'agent de l'INCO s'avança prudemment de 2 pas et braqua la lampe au fond du trou qu'il avait fait trébucher. 2 yeux ambrés et brillants l'observaient, inquisiteurs, du fond des ténèbres. « Eh !» Le policier lâcha son arme et s'accroupit avec précaution. « Bah, salut, toi, là, fit-il. Eh, eh, eh !» C'était un bébé chouette, ne mesurant pas plus de 15 centimètres. L'agent de l'INCO n'avait jamais vu rien vu d'une perfection aussi délicate. « Eh !» fit la chouette. « Eh !» fit le policier, même si sa voix était trop grave pour une bonne imitation. « Je parie que t'attends que maman et papa t'apportent ton souper, hein ?» Les yeux d'ambre clignèrent. Le bec jaune s'ouvrit et se ferma dans l'expectative. La petite tête ronde exécuta une rotation presque complète. L'agent de l'INCO rit aux éclats, fasciné par l'oiseau miniature.
Mettant la lampe en veilleuse, il lui dit « T'inquiète pas, mon petit vieux, je te ferai pas de mal. » Au-dessus de sa tête retentit un volettement paniqué, suivi d'un criard. Le policier, en levant les yeux, aperçut, se découpant sur le ciel étoilé, deux silhouettes ailées, les parents du bébé chouette, qui décrivaient des cercles anxieux autour de leurs rejetons effrayés. L'agent de l'INCO s'éloigna du terrier à reculons, en espérant que les adultes comprendraient qu'ils ne risquaient rien à atterrir. Dans le ciel bleu-gris, il distinguait leurs formes brunâtres tournoyer de plus en plus bas, et il accéléra son mouvement de retraite. Même après que les deux chouettes se furent posées, même après qu'il les eut regardés s'enfoncer dans le sol comme des fantômes à plumes, l'agent de l'INCO continua à reculer pas à pas jusqu'à ce qu'il bute contre quelque chose de si gros, de si froid et de si dur qu'il manqua en perdre le souffle. Il pivota sur ses talons et ralluma la lampe. C'était un bulldozer. L'agent de l'INCO s'était cogné bruyamment à l'un des engins de terrassement du frisé. Il lança un regard noir au mastodonte d'acier en frottant son épaule meurtrie. Il ne remarqua pas que le siège avait disparu et, même si tel avait été le cas, ça ne lui aurait pas mis Martel en tête. Autre chose préoccupait désormais le policier. Son regard glissa de la masse du bulldozer au terrier et vice-versa. Jusque-là, l'agent de l'INCO, trop affairé et inquiété par la résolution de l'affaire Maman Paula et le sauvetage de sa propre carrière, n'avait pas pensé à grand-chose d'autre. Maintenant, il comprenait ce qui allait arriver aux petites chouettes s'il faisait correctement son boulot, et ça le lestait d'une tristesse cuisante et bien ancrée. Le père de Roy avait travaillé tard, aussi Roy n'avait-il pas eu l'occasion de lui dire ce qu'il avait appris sur les chouettes grâce à Internet, ni que l'un des dossiers de la crêperie était porté manquant au service d'urbanisme. Ça lui semblait très suspect et Roy avait envie d'entendre ce que son père avait à dire à ce sujet. Mais il resta sans voix, à l'instant même où il s'installa devant son petit déjeuner. Lui souriant gentiment au dos du journal de son père, Maman Paula en personne. C'était une demi-page de publicité en grosses lettres et d'un style patriotique, coiffé d'un drapeau. La maison des crêpes 100% américaine de Maman Paula, dont la célébrissime galette d'avoine à la réglisse met l'eau à la bouche du monde entier, est fière de devenir votre nouvelle voisine à Coconut Cove. Maman Paula vous invite à la rejoindre demain à midi à l'angle d'Oriole Est et de Woodbury à l'occasion d'une cérémonie de gala où elle donnera en personne le premier coup de pioche du futur siège de notre 469e restaurant familial des États-Unis, du Canada et de la Jamaïque. Roy en lâcha sa cuillère, projetant du muesli à travers la cuisine. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri ?» demanda sa mère. Roy avait la nausée. « Rien, maman. » Alors Mrs. Eberhardt aperçut la pub, elle aussi. « Je suis navrée, Roy. C'est dur quand on pense à ces pauvres oiseaux sans défense, je sais. » Mr. Eberhardt retourna le journal pour voir ce que sa femme et son fils regardaient si fixement. Il fronça les sourcils et dit « J'ai l'impression qu'ils mettent les bouchées doubles avec ce projet. » Roy se leva, en plein coltard. « Faut que j'y aille, je veux pas rater le bus. »« Oh, mais tu as tout ton temps, assieds-toi et termine ton petit déjeuner, lui dit sa mère. » Roy refusa d'un signe de tête. Hébété. Il saisit son sac à dos sur la chaise. « Au revoir, maman. Au revoir, pas. »« Attends, Roy. Tu veux qu'on en parle ?»« Pas vraiment, pas. » Son père plia le journal et le lui tendit. « C'est pas le jour du débat d'actualité aujourd'hui. »« Ah ouais, fit Roy, j'avais oublié. » Chaque mardi, les élèves de Mr. Ryan étaient censés, en cours d'histoire, proposer un thème de discussion sur un sujet d'actualité. Ce jour-là, le père de Roy lui donnait son journal afin qu'il le lise dans le bus et y choisisse un article. « Et si je t'emmenais à l'école aujourd'hui ?» proposa sa mère. Roy savait qu'elle avait de la peine pour lui à cause de l'info concernant la crêperie. Elle pensait que les chouettes étaient condamnées, mais Roy n'était pas prêt à abandonner tout espoir. « C'est bon. » Il fourra le journal dans son sac. « Maman, je peux t'emprunter ton appareil photo ?»« Eh bien, pour un cours, ajouta Roy, se crispant intérieurement devant ce mensonge. J'y ferai très attention, je te promets. D'accord, je ne vois pas pourquoi je te dirais non. Roy glissa avec soin l'appareil numérique parmi ses livres, serra sa mère dans ses bras, salua son père de la main et franchit la porte telle une flèche.
Il dépassa en courant son arrêt de bus et continua jusqu'à celui d'Oriole West, la rue de Béatrice Lipp. Aucun autre élève de Trace Middle n'était encore arrivé. Aussi, Roy courut-il jusqu'à la maison de Béatrice et l'attendit devant, sur le trottoir. Il tenta de se fabriquer une bonne excuse d'être là, au cas où Lona ou Léon remarqueraient sa présence. C'est Béatrice qui finalement passa la porte d'entrée et Roy la rejoignit en courant, si vite qu'il faillit la renverser. « Qu'est-ce qui t'est arrivé hier? Où est ton frère? T'as vu le journal ce matin? Est-ce que tu as… » Elle lui plaqua une main sur la bouche. « On se calme, cowgirl, lui dit-elle. Allons attendre le bus. On parlera en chemin. » Comme Roy le soupçonnait, Béatrice ne s'était pas cassé une quenotte en tombant dans l'escalier, mais en arrachant une bague de l'un des orteils de sa belle-mère avec les dents. La bague était une petite topaze porte-bonheur que la mère de Béatrice avait laissée en partant. Lona avait barboté la pierre dans le tiroir à chaussettes de Léon Lipp et l'avait fait transformer en anneau d'orteil chicot. Béatrice n'avait pas digéré le larcin. « Si mon père avait voulu que Lona en hérite, il la lui aurait donnée, grommela-t-elle. « Alors, tu lui as grignoté l'orteil pour la récupérer? Comment t'as fait ?» Roy était abasourdi. « Ça n'a pas été du gâteau. » Béatrice grimaça comme un chimpanzé et pointa du doigt le chicot aigu qui remplaçait l'une de ses incisives. « Le bout s'est cassé. On va m'en faire une fausse. Comme ça, elle aura l'air flambant neuve, expliqua-t-elle. Heureusement que mon père a une assurance dentaire. Elle était réveillée quand tu lui as fait ça? Ouais, dit Béatrice, mais elle aurait sans doute mieux aimé ne pas l'être. Bref, dis-moi ce qu'il y avait dans le journal ce matin qui t'a fait autant flipper. Elle gémit quand Roy lui montra la publicité pour l'inauguration extravagante du Maman Paula. Ce dont tout le monde a besoin. Un autre troquet à crêpes. Où est ton frère? Demanda Roy. Tu crois qu'il est au courant? Béatrice lui dit qu'elle n'avait pas revu Doigt de Mulet depuis le dimanche. C'est là que ça a dégénéré. Il se cachait dans le garage, attendant que je lui apporte des chemises propres, quand mon père est sorti prendre un nouveau carton de bouteilles de Pepsi. Tous les deux parlaient tranquillement comme deux amis, quand Lona s'est pointée et a piqué une méga crise. « Il s'est passé quoi alors ?» demanda Roy. Il s'est enfui comme un chat échaudé. Pendant ce temps, Lona et mon père se sont lancés dans cette giga bagarre. « Celle que tu m'as racontée ? » ?»« Oui, » fit Béatrice. Papa veut que mon frère revienne vivre avec nous, mais Lona dit non, pas question, Léon, c'est de la mauvaise graine. Qu'est-ce que ça veut dire, Tex, mauvaise graine? Bref, ils s'adressent, toujours pas la parole, Lona et mon père. À la maison, on est en permanence à 2 doigts de l'explosion. Pour Roy, la situation de Béatrice, à l'entendre, était un cauchemar vivant. « T'as besoin d'une planque ?» demanda-t-il. « Ça va, papa dit qu'il se sent mieux quand je suis par là. » Béatrice éclata de rire. Lona lui a sorti que je suis une folle dangereuse. Elle pourrait bien avoir en partie raison. Quand ils arrivèrent à l'arrêt du bus, Béatrice brancha l'une de ses coéquipières de foot. Elles se mirent à parler du match de la veille au soir que Béatrice avait gagné grâce à un pénalty. Roy resta à l'écart et ne dit pas grand-chose, tout en sentant sur lui les regards curieux des autres élèves. Il était, après tout, celui qui avait défié Dana Matterson et survécu. Il fut surpris quand Béatrice Lipp planta là les footballeuses et vint s'asseoir près de lui dans le bus. « Fais-moi voir encore ce journal, chuchota-t-elle. En examinant la publicité de Maman Paula, elle fit. On n'a que 2 choix, Tex. Soit on le lui dit, soit non. Moi, je dis qu'il faut faire plus que le lui dire. Passer dans son camp, tu veux dire, comme tu l'as dit l'autre soir. C'est eux contre lui. Tout seul, il n'a pas la moindre chance, fit Roy. Bien sûr, mais on risque tous les 3 de finir en éducation surveillée. Pas si on fait gaffe. Béatrice l'observa avec curiosité. T'as un plan, Eberhard? Roy sortit l'appareil de sa mère de son sac à dos et le montra à Béatrice. Je t'écoute, dit-elle. Alors, Roy lui dit tout. Il manqua l'appel parce que la sous-directrice le convoqua dans son bureau. Le long poil solitaire sur la lèvre supérieure de Miss Henpin était encore plus frisé et lustré que la fois d'avant. Bizarrement, le poil était à présent blond doré au lieu du noir de jet précédent. Était-ce possible qu'elle l'éteint? On nous a informé qu'un jeune homme s'est enfui du service des urgences vendredi soir, disait-elle.
Un jeune homme qui s'est fait inscrire sous une fausse identité, la vôtre. Qu'avez-vous à me dire à ce sujet, Mr. Eberhard? Je connais même pas son vrai nom, fit Roy, catégorique. Doigt de Mulet avait eu la sagesse de ne pas le lui révéler. Cette ignorance évitait à Roy un nouveau mensonge. Vous espérez sérieusement que je vais croire ça? Je vous jure, Miss Henpin. C'est un élève de Trace Middle? Non, madame, fit Roy. La sous-directrice était visiblement déçue. Il était évident qu'elle avait espéré que le fugitif relèverait de sa juridiction. Alors, où donc votre ami, qui n'a pas de nom, va-t-il en classe, Mr. Eberhard? Nous y voici, se dit Roy. Je crois qu'il voyage pas mal, Miss Henpin. Alors, il est scolarisé à domicile? On peut dire ça comme ça. Miss Henpin sondait Roy du regard. D'un index décharné, elle se caressa le duvet lustré qui couronnait sa lèvre. Roy en frissonna de dégoût. Mr. Eberhard, la loi n'autorise pas un garçon de votre âge à ne pas aller en classe. C'est un délit du nom d'absentéisme. Oh, je sais. Alors vous désireriez peut-être le signaler à votre ami au pied léger, fit d'un ton acide la sous-directrice. Vous n'êtes pas sans savoir que le district scolaire a une police spéciale qui recherche les absentéistes. Ses membres font très bien leur travail, je vous assure. D'après Roy, la police anti-absentéiste n'aurait pas la tâche facile en pistant Doigt de Mulet à travers bois et mangroves, mais cette possibilité le rendit quand même anxieux. Et s'ils avaient des limiers et des hélicoptères? Miss Henpin se pencha plus près, étirant son cou filandreux, tel celui d'un vautour. Vous l'avez laissé utiliser votre nom à l'hôpital, n'est-ce pas, Mr. Eberhard? Vous avez permis à ce délinquant d'emprunter votre identité pour ses menées personnelles fort ténébreuses. Des chiens féroces l'avaient mordu, il avait besoin d'un médecin. Et vous vous attendez à ce que je croie que ça ne va pas plus loin, sérieusement. Roy ne put que capituler en haussant les épaules. Je peux y aller maintenant? On en reparlera tous les deux, dit Miss Henpin. Je sens qu'il y a anguille sous roche. Ouais, songea Roy, celle lovée au-dessus de ta lèvre.